Ça va? Alors, on va analyser les jouets. En débutant cette enquête sur les retardateurs de flammes, des produits chimiques toxiques censés prévenir les incendies, nous n'imaginions pas les retrouver dans des jouets en plastique pour enfants. Sur ce fusil, on est à 3520. Oula. Et plus de 7 fois au-dessus. Les retardateurs de flammes. Ces produits chimiques se sont immiscés dans tous les objets du quotidien. Jouets, meubles, électroménagers, isolants. Supposés prévenir l'inflammation, ces composés invisibles et inodores sont surtout dangereux pour la santé. Des perturbateurs hormonaux, suspectés d'être cancérigènes. Les pompiers, en intervention, y seraient particulièrement exposés. Dans la profession, les cas de cancer se multiplient. Là, dans le département, il y a 2 autres qui ont eu un cancer des testicules, et puis il y a une femme qui a eu un cancer du sein. Certains n'y survivent pas et meurent en silence. 47 ans. Il avait 47 ans. Tous ces retardateurs ne le recherchent pas. Je comprends pas. Voici les bracelets pour les analyses des pompiers. Avec l'aide de scientifiques américains et européens, notre équipe de journalistes va réaliser pendant 1 an des dizaines de prélèvements à travers la France pour mesurer la contamination des pompiers aux retardateurs de flammes. Nous leur présenterons les résultats. Les constats, vous les avez faits, la toxicité est avérée, il faut maintenant avancer. Ces révélations feront l'actualité. Les pompiers, profession plus touchée que la moyenne par le cancer. C'est le constat d'une étude. Mais notre enquête nous emmènera bien au-delà du seul cas des soldats du feu. Je sens que j'ai bientôt plus pied. J'y vais à la nage. Ok, je vais faire un prélèvement ici. Nous découvrirons comment ces retardateurs de flammes toxiques se retrouvent aussi dans les jouets pour enfants. Je ne voudrais pas que mes enfants jouent avec ces jouets. Mais aussi dans notre environnement et dans l'eau potable. Madame la ministre, bonjour. Martin Boudot, France Télévisions, Vert de Rage. Oui. Ça fait des semaines qu'on essaie d'avoir une interview avec vous. Je vous demanderai d'arrêter de filmer. Notre rapport. Madame, merci. Je vous donne mon rapport, madame. Tout a commencé ici, dans les collines californiennes sur la côte ouest des États-Unis. Sur ce chemin, un homme dont chaque foulée est désormais une victoire. Tony Stefani n'a pas toujours eu la force de gravir ces sentiers escarpés. À 73 ans, ce pompier à la retraite est un survivant du cancer. Je suis parti courir un matin d'hiver. Mais j'ai dû m'arrêter car je me suis soudain senti mal. J'étais vraiment exténué. En fait, je faisais une hémorragie interne à cause d'une tumeur située dans mon rein. En 20 ans, Tony Stefani a déjà eu 2 cancers, du rein et de la vessie. Et selon lui, il serait dû à sa profession. C'est au cœur de San Francisco, dans cette caserne de pompiers, que Tony Stefani a justement servi pendant 28 ans. Ici, l'homme est considéré comme un héros pour les 2 combats qu'il a menés dans sa vie. L'un contre le feu et l'autre contre un mal qui consume les rangs des pompiers américains. À l'étage de la caserne, il a rendez-vous ce matin avec ses chefs de département pour évoquer de très nombreux cas de cancer dans la profession. Nous allons parler aujourd'hui des malades
Et nous allons parler du nombre de dossiers que nous suivons. Judy, qui est en relation avec les patients, va nous donner les derniers chiffres. Oui, c'est certain que ça ne s'améliore pas. Depuis juin 2021, nous avons accompagné et épaulé 101 patients. Ces statistiques sont vraiment troublantes. Comme Tony Stefani, nombreux sont ses collègues qui sont tombés malades ces dernières années. Matt Alba, par exemple, aujourd'hui atteint d'une tumeur au cerveau. Ou bien encore Janine Nicholson, la capitaine des pompiers de San Francisco, survivante d'un cancer du sein. 2 semaines après le diagnostic, j'ai subi une double mastectomie et j'ai eu pendant 6 mois un cathéter dans la poitrine et 16 sessions de chimiothérapie. C'était infernal. J'ai eu une attaque. Et c'est comme ça que nous avons découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Je n'aurais jamais réussi à traverser tout ça sans vous. Merci. C'est toujours dur d'apprendre que l'un d'entre nous est malade. Ces hommes et ces femmes doivent être protégés. Ils mettent tous les jours leur vie en danger. On doit être là quand ils en ont le plus besoin. Lors des incendies, nous sommes exposés à des substances toxiques. Il y a encore de nombreux retardateurs de flammes dans de nombreux objets qui n'en ont pas besoin. Les retardateurs de flammes, des produits chimiques omniprésents dans nos intérieurs. On les trouve dans les sièges de voitures, mais aussi dans les mobiliers de maison, comme les canapés, ou bien encore dans les plastiques et les isolants. Mais leur efficacité est aujourd'hui largement remise en cause car elle ne ferait gagner que quelques secondes, insuffisantes pour les pompiers. Leur toxicité, elle, est bien avérée. Les retardateurs de flammes sont aujourd'hui reconnus comme perturbateurs endocriniens et cancérigènes pour certains. Les pompiers y seraient particulièrement exposés, car en cas d'incendie, ces molécules se libèrent et les soldats du feu les inhaleraient et y seraient exposés malgré leur équipement de protection. Depuis plusieurs années, Tony Stefani se bat contre ces produits chimiques, qui auraient déjà tué de nombreux frères d'armes. Pour cela, il a d'abord enquêté, pour recenser le nombre d'interventions incendies dans sa caserne sur l'ensemble de sa carrière. Puis, il l'a corrélé avec le nombre de pompiers tombés malades. Ce sont les pages du carnet de bord de la caserne dans laquelle je travaillais et qui indiquent chaque intervention incendie. Un matin de décembre 1976, par exemple, à 9h04 du matin, je partais sur ma deuxième alerte incendie. Je suis intervenu sur 576 feux au cours de ma carrière. Dans ma caserne, 4 de mes collègues pompiers ont développé le même type de cancer que le mien. C'est pourtant un type de cancer qu'on retrouve chez une personne sur 100 000. Parmi les 5 cas de ma caserne, nous ne sommes que 2 à être encore en vie. Et comment avez-vous réalisé qu'il y avait un lien avec une exposition à des produits chimiques ? Quand je suis allé voir mon médecin, il m'a demandé quelle était ma profession et si je travaillais dans l'industrie chimique. Et j'ai répondu « Non, je suis pompier ». Et là, il me dit « Eh bien, vous travaillez dans l'industrie chimique. Vous êtes constamment exposé à des produits chimiques toxiques. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous avez un cancer. » Et il a ajouté « Nous devons découvrir pourquoi tous ces pompiers tombent malades. » J'appelle à la barre Tony Stefani qui a survécu à un cancer. Le 24 juillet 2012, Tony Stefani est auditionné devant le Sénat américain dans le cadre d'une commission pour réguler l'utilisation de ces retardateurs de flammes dans le pays. Une étude récente sur des pompiers a montré que nous avons un taux de retardateurs de flammes dans le sang supérieur de 30% à celui de la population de Californie et de plus de 60% à celui de la population américaine.
Chaque mois, nous assistons aux funérailles de pompiers qui ont succombé à cette horrible maladie. Il s'agissait, grâce à cette commission, de faire pression sur l'industrie chimique. Et comment s'est défendue cette industrie? Ils ont fait témoigner un médecin. Et on a ensuite découvert qu'il avait reçu environ 250 000 $ pour témoigner en faveur de l'industrie chimique et affirmer que ces produits chimiques n'étaient pas toxiques. Il y a un très fort lobby et ils dépensent des millions de dollars chaque année. Des millions pour continuer à vendre leurs produits. Suite à ces auditions, l'État de Californie décide de ne plus rendre obligatoire l'utilisation des retardateurs de flammes dans les objets du quotidien. Mais il reste autorisé dans l'État, comme dans le reste du pays. Depuis, Tony Stefani poursuit son combat. Il documente désormais l'exposition des pompiers de San Francisco avec ses bracelets en silicone. Ils ont été développés au nord-ouest des États-Unis, à l'université publique de l'État d'Oregon. Bonjour Kim, comment allez-vous? Vous voulez voir nos bracelets? Dans ces laboratoires, Kim Anderson, toxicologue et chercheuse, travaille sur la contamination des organismes vivants par des produits chimiques. Pour cela, elle a imaginé et breveté ces bracelets qui imitent l'épiderme et absorbent jusqu'à 500 types de produits chimiques différents. Ils sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils repoussent l'eau tout comme votre peau. Si vous laissez tomber de l'eau sur votre peau, l'eau ne sera pas absorbée. Ok, ce n'est donc pas un simple bracelet en plastique. Non, non, ils sont en réalité faits de plusieurs couches, exactement comme votre peau. Si je faisais une coupe transversale de la peau, vous verriez toutes ces cellules en 3 dimensions. Ce serait intéressant pour vous qu'on réalise une étude avec des pompiers français? Nous avons encore peu de données, car nous n'en sommes qu'au début de nos recherches. Nous avons réalisé une étude sur les pompiers américains en service et hors service, et nous constatons des différences d'exposition. Je vous encourage donc à rapporter ces bracelets avec vous et à mener une étude similaire avec les pompiers français. Les pompiers français seront-ils autant exposés aux retardateurs de flammes que les pompiers américains? Malgré des restrictions au fil des années, ces produits chimiques restent largement utilisés dans notre pays. Dans l'Hexagone, il n'existe aucune étude sur l'exposition des 250 000 pompiers à ces molécules. Il n'existe pas non plus de données sur le nombre actuel de pompiers atteints de cancer. Wow. En région parisienne, des pompiers en formation se confrontent aux flammes dans ces containers en conditions réelles, jusqu'à 560 degrés au fond de ce caisson. C'est ici que va débuter notre enquête en France. Avec l'aide de Kim Anderson, la scientifique américaine à l'origine des bracelets en silicone, nous allons réaliser la première étude sur l'exposition des pompiers français aux retardateurs de flammes. Les bracelets doivent être portés sur les poignets et surtout en dessous des équipements de protection pour vraiment voir ce à quoi ils sont exposés. Parmi les volontaires pour les porter, Stéphane Morisot. À 64 ans, ce pompier vient d'être diagnostiqué d'un cancer de la prostate. J'ai eu une crise de colique néphrétique, donc hôpital, traitement, biopsie et donc cancer de la prostate. Comme Tony Stefani, le pompier américain, Stéphane Morisot s'intéresse lui aussi à la cause de son cancer. Mais il déplore un manque total d'informations dans sa profession sur les risques chimiques. Est-ce que vous avez déjà eu des retours durant votre carrière sur les retardateurs de flammes? Non.
non, pas particulièrement. C'est pas quelque chose que les pompiers connaissent. C'est pas quelque chose que les pompiers connaissent bien. Effectivement, on savait déjà qu'il y avait cette notion de toxicité par rapport aux fumées. Ce qu'on n'avait pas perçu, c'était tout l'environnement et les différentes voies de contamination. Pour nous, c'était uniquement la protection respiratoire et ça faisait le job. Aujourd'hui, les gants, combinaisons et masques protègent surtout les pompiers de la chaleur et du monoxyde de carbone. Mais beaucoup moins de l'exposition aux produits chimiques. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas baisser les bras et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, à notre niveau, diffuser cette information pour que les choses avancent. Nous équipons Stéphane Morisot et ses collègues avec des bracelets en silicone. Stéphane, allez-y, prenez le bleu. Parfait. L'idée, c'est que ça va simuler la peau. Au total, 19 combattants du feu à travers la France vont les porter. Il ne faut pas que les pompiers les portent seulement lors des interventions. Il faut qu'ils les gardent lorsqu'ils portent leur équipement et qu'ils le lavent. On regarde vraiment toute leur exposition. Donc je vous conseille de leur faire porter au moins une semaine. Les bracelets seront ensuite envoyés aux États-Unis pour être analysés dans le laboratoire de Kim Anderson. En attendant les résultats, Stéphane Morisot commence à rassembler des informations sur les cancers dans la profession. En Nouvelle-Aquitaine, il reçoit ce matin plusieurs pompiers, dont certains atteints par la maladie. Comme Étienne Alain, 31 ans, victime d'un cancer des testicules. Tous partagent le même constat. Difficile d'établir des statistiques quand ces cancers ne sont pas reconnus comme liés à leur activité. Votre cancer, est-ce qu'il a été reconnu comme accident du travail, maladie professionnelle? Non, suite à l'ablation, etc. J'ai fait ma visite médicale de reprise. Normalement, on m'a pris comme n'importe quel pompier qui fait sa visite médicale annuelle. Et puis j'ai repris. Est-ce que le métier de pompier est reconnu comme métier dangereux ou à risque? Pour la population, on va dire bah oui, c'est un métier dangereux. Bah non, on n'a rien de tout ça. Aux États-Unis, jusqu'à 28 cancers sont considérés comme maladies professionnelles chez les pompiers. Les cancers d'Étienne Alain et Stéphane Morisot en font partie, mais en France, seul le cancer du nasopharynx est reconnu. Ils m'ont enlevé le testicule, donc là ça fait 3 ans que j'étais suivi tous les 3 mois dans un premier temps, avec scanner, prise de sang. Mais bon, après, je pense que naturellement, on continue de vivre notre vie, puis on continue à penser au train-train, entre guillemets. Mais quand on met bout à bout, là, dans le département, il y en a... En plus, ils sont jeunes, il y en a moins 3. Il y en a 2 autres qui ont eu un cancer des testicules, et puis il y a une femme qui a eu un cancer du sein. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tous ces gars autour de vous là aujourd'hui? C'est important qu'on puisse être pris en compte pour que les soins soient pris en compte, pour soutenir les collègues et les familles quand ça arrive. C'est ce qu'Étienne vient de dire. On ne sait pas vers qui se tourner, donc voilà. Et que, au final, au moins, ces maladies puissent être reconnues. Ouais. Ces soldats du feu continuent de vivre avec leur cancer. Mais pour d'autres, la maladie a remporté le combat. Sur les bords de la mer du Nord, à Dunkerque. Tony Mailleux, pompier et père de famille, est décédé il y a quelques mois. Tony, c'était quelqu'un de jovial. Il aimait faire la fête, sortir, réunir ses amis. C'était quelqu'un qui plaisantait beaucoup, mais qu'au travail, c'était quelqu'un de professionnel. 47 ans. Il avait 47 ans. Tony Mailleux a été emporté des suites d'un cancer pulmonaire. Son épouse, Ludivine, infirmière de profession, l'a accompagné jusqu'au dernier moment. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, il savait. J'étais là, il voulait que ça soit moi qui le soigne, il voulait pas d'infirmière.
Ludivine Mailleux est en colère contre un système tout entier. Elle estime que son mari n'a pas été assez protégé. Le 23 novembre 2022, il passe sa visite médicale annuelle, suite à laquelle il est jugé apte à travailler. Mais le soir même, il se sent soudainement épuisé et passe de nouveaux examens à l'hôpital public. Le 25, on a rendez-vous chez le médecin et c'est là qu'elle annonce que c'est un cancer. Donc suspicion de cancer. Ouais. On passe du tout au tout, en Ouais. fait. Oui. Donc pour eux, stade 3 de cancer, il ne le voit pas, il est apte à aller travailler. 2 mois plus tard, Tony Mailleux entre en réanimation, foudroyé par une embolie pulmonaire. Sa femme appelle alors le service médical des pompiers pour les confronter. Je voulais avoir les résultats de la prise de sang. On me dit, bah non, tout va bien, le dossier est archivé. En fait, ils ne recherchent pas ce qu'ils doivent rechercher. Ils recherchent le minimum, donc ils ne pouvaient pas le voir. J'essaie de comprendre, pourquoi il n'y a pas tout ce système derrière médical qui est mis en place. Je ne comprends pas. C'est quand même un métier à risque. Et ils recherchent si le pompier n'a pas de cholestérol, s'il fume, s'il boit, s'il a des addictions aux drogues, mais pas le principal quand ils sont exposés aux fumées d'incendie ou à tout autre produit toxique. Donc ça, ils ne le recherchent pas. Pas de radio de poumon. Pas de radio. Pas de radio de poumon depuis 15 ans. Les pompiers français, comme Tony Mailleux, sont-ils contaminés par des produits chimiques, et notamment des retardateurs de flammes? Après plusieurs mois d'analyse, nous recevons les résultats des bracelets portés par les soldats du feu français. Malgré leurs combinaisons et leurs gants, tous ont été exposés aux retardateurs de flammes. Nous retrouvons celles et ceux qui ont porté les bracelets, comme Étienne Alain ou Stéphane Morisot. Les retardateurs de flammes ont-ils aussi contaminé leur organisme? Pour le savoir, nous allons leur prélever un échantillon de sang. Alors messieurs, je vais juste vous transmettre ce petit formulaire à remplir. C'est pour mieux interpréter les résultats. Une infirmière nous accompagne pour réaliser ces prises de sang. Ça va bien se passer, Stéphane. Moi non plus, je suis en médecine. Pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi vous acceptez de participer à cette étude-là? Pour les générations futures, de pompiers qui vont rentrer chez nous. Ce travail, il est aussi pour eux. Merci. Donc ça, c'est le numéro 3. Au total, 16 pompiers venus de toute la France. Nous apportons ensuite ces échantillons en République tchèque. Hello. Ah oui. Nice to see you. Voici les échantillons de sang provenant des pompiers. Petra Pribilova est la directrice de recherche de ce laboratoire. C'est une référence européenne en matière de détection des retardateurs de flammes. C'est vraiment bien de voir qu'il y a plus de 50 microlitres de sérum humain à analyser. Dans ce sérum sanguin, la scientifique va rechercher jusqu'à 10 retardateurs de flammes différents. L'extraction se fera sur les protéines. Nous l'emmenons ensuite à la centrifugeuse. Petra Pribilova a déjà réalisé des études similaires sur d'autres cohortes de pompiers en Europe. Jamais en France. Elle en est arrivée à une conclusion. C'est un vrai problème. Et nous devons pousser les autorités à y réfléchir et à légiférer sur le sujet, mais aussi convaincre le programme environnemental des Nations Unies. Nous laissons l'équipe de recherche analyser nos échantillons. 3 mois plus tard, nous recevons les résultats. Des retardateurs de flammes ont été détectés dans le sang de tous les pompiers. L'un d'entre eux en particulier a été retrouvé à des taux préoccupants, le BDE 209.
Les pompiers en ont jusqu'à 65 fois plus que la population générale. Ce retardateur de flammes serait responsable de problèmes d'infertilité masculine, de maladies thyroïdiennes. Il est également suspecté d'être cancérogène. D'après notre enquête et les signalements que nous avons reçus, sur les 55 000 pompiers professionnels, au minimum 2200 seraient atteints d'un cancer. À Paris, dans cette ancienne caserne de pompiers transformée en salle de conférence, nous organisons une restitution de ces résultats. Petra Pribilova, la scientifique tchèque, a fait le déplacement. Présent ce jour-là également, Stéphane Morisot, Étienne Alain, les pompiers atteints d'un cancer qui ont participé à notre étude, et de nombreux autres soldats du feu. Ludivine Mailleux, l'épouse et veuve de Tony Mailleux, décédée d'un cancer des poumons. La sénatrice Émilienne Pomirol et le député Yannick Monet sont également venus découvrir nos révélations. Des médias nationaux couvrent aussi l'événement. Bonjour, merci à vous toutes et tous d'être si nombreux pour cette présentation des résultats de notre enquête. Ici, vous pouvez voir les résultats détectés chez les pompiers français et leur exposition aux polluants. Des études déjà menées sur des animaux ont conclu que ces retardateurs de flammes avaient des effets neurotoxiques, des effets sur la reproduction, qu'ils pouvaient endommager l'ADN et qu'ils étaient aussi des perturbateurs endocriniens. Merci Petra. Stéphane, la parole est à vous. Il faut faire face et puis réagir pour nos collègues qui sont d'actifs, pour les nouvelles générations et appréhender le sujet et le problème pour en limiter les conséquences. Il faut mettre une médecine de prévention chez les pompiers, recenser, savoir combien ils sont à avoir des cancers, parce que là, il y en a de plus en plus. Concrètement, ça n'avance pas. Il faudrait mettre en place une plainte au niveau national. Le député Yannick Monet veut s'emparer de nos révélations. Ce que ça m'évoque, en fait, d'une manière générale, c'est qu'on ne prend pas soin des gens qui prennent soin de nous. Il y a besoin de se mettre au travail pour qu'il y ait une surveillance épidémiologique. Et il faut qu'on regarde d'un point de vue législatif comment on peut faire évoluer les choses très rapidement. Des médias nationaux reprennent les conclusions de notre enquête. Il faut documenter l'exposition à long terme des populations, et en particulier celle des pompiers. Les pompiers, profession plus touchée que la moyenne par le cancer. C'est le constat d'une étude. Les résultats de l'enquête sont sans appel. Rien qu'en Ile-de-France, il serait des centaines à avoir contracté un cancer à cause de leur activité. En France, il n'y a pas de données précises sur le nombre de pompiers professionnels atteints de cancer. Face à l'impact médiatique, nous sommes reçus au siège de la sécurité civile qui est en charge des pompiers en France. Par leur porte-parole, le colonel Arnaud Wilm. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée du suivi santé des sapeurs-pompiers? On n'a aucune volumétrie aujourd'hui sur le suivi de la santé des sapeurs-pompiers. C'est un élément qui est en pleine réflexion. Ce qu'on peut faire pour répondre à ça, et c'est tout l'enjeu des années qui viennent avec une mise en œuvre qui est en train de se discuter aujourd'hui, c'est créer un observatoire national de la santé pour les sapeurs-pompiers, et on s'apprête à sortir des nouvelles tenues de protection incendie qui seront capables de stopper 70% des polluants par un système de complexiage de tissus. Quand est-ce que ce sera mis à disposition des pompiers? C'est pas le cas encore, c'est ça? Alors, celles-ci seront disponibles courant 2025. Libre ensuite aux établissements publics qui emploient les sapeurs-pompiers, donc les SDIS, d'en faire l'acquisition. De meilleures protections, mais ces nouvelles tenues ne seront ni obligatoires, ni accessibles à tous les pompiers. Qu'en est-il de leur suivi médical et de la reconnaissance de leur maladie professionnelle? À l'Assemblée nationale, le député Yannick Monet interpelle Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, les sapeurs-pompiers sont exposés lors de leurs interventions à de nombreuses substances toxiques.
En Australie, 12 types de cancers. Au Canada, 19 types de cancers. Aux États-Unis, 28 types de cancers sont reconnus maladies professionnelles chez les pompiers. En France, un seul. Et nous n'avons aucune donnée sur le nombre actuel de pompiers atteints de cancer. Les inquiétudes grandissent concernant l'impact des retardateurs de flammes. Comptez-vous enfin instaurer un véritable suivi médical, une investigation par la récolte de données, de la prévention et engager les études épidémiologiques et biologiques indispensables pour notamment élargir la liste des cancers reconnus comme maladies professionnelles chez nos sapeurs-pompiers. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Oui, je suis prêt à élargir cette liste. Mais vous avez parfaitement raison, nous sommes en retard sur les données. Et il y a plus de 6 mois, j'ai lancé avec mon collègue de la Santé une étude épidémiologique qui mettra malheureusement encore un petit peu de temps pour savoir exactement ce qui se passe dans la vie professionnelle des sapeurs-pompiers. Donc je m'engage, monsieur le député, lorsque ces résultats sont connus, de revenir vers vous et bien sûr d'apporter à nos sapeurs-pompiers tout l'accompagnement qu'un grand pays comme la France doit avoir. Merci, monsieur le ministre. Le ministère de l'Intérieur devrait présenter les conclusions de son étude épidémiologique à la fin de l'année 2024. En attendant, aucune nouvelle maladie professionnelle n'a été pour l'instant reconnue chez les sapeurs-pompiers. Alors que nous poursuivons notre enquête, un homme va en changer la trajectoire. D'après lui, les pompiers seraient loin d'être les seuls contaminés aux retardateurs de flammes. Pierre Henbert, ce chimiste environnemental, a passé sa vie à surveiller les niveaux de polluants, comme les retardateurs de flammes dans les plastiques. Il vient de prendre sa retraite après une carrière à l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un établissement public. C'est la première fois qu'il prend la parole dans les médias. Selon lui, les retardateurs de flammes se retrouvent notamment dans les plastiques recyclés. C'est le résultat de l'économie circulaire non contrôlée. C'est fait avec des matières qui elles-mêmes ont été achetées les plus basses du marché. Ces plastiques bon marché sont issus de mélanges en tout genre. Plastique de voiture, d'électronique, de matériaux de construction. Une fois agglomérés, ils concentrent alors un taux de retardateur de flammes très élevé. Ces plastiques contaminés peuvent ensuite être utilisés dans la fabrication de jouets pour enfants. Il y a des cas d'anomalies non conformes à la réglementation, de jouets d'enfants. Si votre bébé met un jour un plastique bromé à la bouche, bon, vous ne pourrez pas détecter un effet. Mais si vous avez donc des expositions répétées pendant de longues années, vous avez des effets hormonaux qu'on appelle perturbateurs endocriniens. Les toxicologues pensent que c'est lié à des expositions répétées, et notamment durant l'enfance. Donc rechercher les niveaux de retardateurs de flammes dans les jouets d'enfants, c'est une priorité pour vous? Oui. Tous les plastiques que touchent les enfants. Les jouets des enfants français sont-ils contaminés par des retardateurs de flammes dangereux? Pour le savoir, nous avons rendez-vous à Palaiseau, en banlieue parisienne. Dans la garderie de Cécile Bagnel-Polta, assistante maternelle. Tu vas voir, il y a plein de jouets, mais tu vas pas pouvoir te jouer avec tous. D'accord? Ok. Allez, on est parti. Ses parents ont accepté de nous laisser scanner les jouets en plastique préférés de leur enfant, à l'aide de ce pistolet à fluorescence X. Nous avons suivi une formation spéciale pour l'utiliser. Ce concentré de technologie permet de mesurer instantanément les niveaux de brome, le marqueur de la présence des retardateurs de flammes bromés, les plus dangereux de la catégorie. En France, les jouets sont soumis à une réglementation particulière. Les niveaux de retardateurs de flammes bromés ne doivent pas dépasser 500 mg par kilogramme. Là, dans les perles, ici, là, on a plus de 4 fois au-dessus le maximum recommandé. Ici, là, on est à 2019 mg par kilogramme de brome. Donc là, celui-ci, par exemple, il est intéressant pour commencer. Et on va l'envoyer au laboratoire. Donc là, celui-ci, là, vous voyez, la partie de ce fusil-là, là, elle monte carrément à 5708, ce qui est plus de 10 fois au-dessus. Là, ce jouet-là, il est sous réserve d'analyse en laboratoire, mais c'est un jouet qui est illégal, qui ne devrait pas être vendu. Hop, merci.
Ouais, là, on est à 4935 pour ce pistolet-là, pour cet endroit-là. Là. Ça me fait peur, parce qu'en fait, je me demande comment aujourd'hui on va pouvoir choisir en toute conscience des jouets, et puis même du matériel dans notre quotidien qui soit bon pour nous. Vous étiez au courant de cette problématique, vous Non, pas du tout. Moi, c'est mon premier bébé et j'avoue que j'essaye d'acheter des choses de marques un petit peu connues ou qu'on m'a recommandées, etc. Mais après, j'avoue que je lis pas toutes les étiquettes. Sur les 50 jouets testés ici, 10% dépassent les seuils légaux. Ce problème concerne-t-il aussi les jouets neufs ? Nous achetons 50 autres jouets que nous allons également analyser. Certains affichent des taux illégaux de brome. Et à nouveau, 10% de ces jouets neufs semblent au-dessus des limites. En République tchèque, Petra Prebilova, la spécialiste européenne des retardateurs de flamme, va passer au crible les différentes pièces de ces jouets. Après avoir été broyés, ils seront analysés dans son laboratoire. Quelques semaines plus tard, nous recevons les résultats. Tous les jouets testés contiennent bien des retardateurs de flamme bromés et dangereux, à des taux supérieurs à la réglementation française. Ils ne devraient donc pas être vendus dans le commerce. Comme cet accessoire de princesse, 175 fois au-dessus de la norme, et ce radar pour enfants, 213 fois. Ils sont vendus dans les magasins du groupe Action. Ce pistolet a quant à lui des niveaux 84,8 fois au-dessus de la norme. Cette carabine, 73,6 au-dessus. Ils sont vendus chez le géant Carrefour, fourni par la société française Ferry. Confronté à ces résultats, aucune de ces enseignes n'a accepté nos demandes d'interview. L'importateur de jouets Ferry reconnaît: le fait d'avoir retrouvé des substances bromées dans les produits est certainement consécutif à l'utilisation par le fournisseur de plastique recyclé, utilisation jamais autorisée par la société Ferry. Suite à cette malheureuse expérience, la société Ferry a ajouté le dosage des retardateurs de flamme à toutes ses analyses chimiques usuelles et a saisi les autorités. Le groupe Action, après avoir réalisé des tests de son côté, affirme que ces jouets sont conformes. L'enseigne à prix cassé n'a pas souhaité analyser nos échantillons. Pendant plusieurs mois, nous tentons également d'obtenir l'avis des autorités sur ces résultats. En vain. Au ministère de l'Économie et des Finances, une conférence publique annonce cet après-midi la présence d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce, en charge de ce dossier. Madame la ministre, bonjour. Martin Boudot, France Télévisions, Vert de Rage. Oui. Ça fait des semaines qu'on essaie d'avoir une interview avec vous sur les jouets. Je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Non, mais j'en traitais ce midi. Donc en fait, figurez-vous qu'on a réalisé une étude d'une année sur les jouets et on s'est rendu compte que sur la centaine de jouets qu'on a analysés, plus de 10% sont parfois jusqu'à 240 fois au-dessus des normes, notamment en termes de brome. Parce que vous filmez. Oui, on voudrait savoir si on pourrait avoir une interview en bonne et due forme sur cette question-là. En bonne et due forme, oui. Et à ce moment-là, il faut contacter mon cabinet. C'est déjà fait, ils refusent. Mais on serait ravis de pouvoir vous avoir. Les cabinets refusent, c'est bizarre. C'est dommage. Quand même, parce que moi, je suis une nana assez aimable, donc je réponds. Vous avez l'air tout à fait aimable. Ce serait formidable de pouvoir faire une interview avec vous. C'est très important parce que c'est des jouets qui sont toxiques, qui sont joués dans le commerce. Et près de 10% de tous ceux qu'on a analysés sont non conformes. Donc je pose des questions, où est-ce que vous les avez achetés? Je vous demanderai d'arrêter de filmer, notre rapport. Madame. Merci. Je vous donne mon rapport, madame. Nous ne pourrons pas poser davantage de questions à madame la ministre. Sollicité à nouveau, son cabinet refusera finalement toute possibilité d'interview. Le ministère n'a pas souhaité nous indiquer combien de jouets ses services avaient contrôlés en 2023. Il assure simplement qu'aucun dépassement des seuils de retardateurs de flamme n'a été mis en évidence en France, alors que nos tests montrent au contraire au moins 10% de non-conformité. Si la dangerosité de ces produits chimiques bromés est aujourd'hui établie, une nouvelle génération de retardateurs de flamme, toujours autorisés, inquiète désormais la communauté scientifique. Les retardateurs de flamme phosphorés. Nous retournons chez Cécile Bagnel-Polta, l'assistante maternelle. Sa garderie va être le point de départ d'une étude inédite sur l'exposition de ses enfants à ces nouveaux retardateurs de flamme.
Catherine Pirard, toxicologue environnementale au CHU de Liège, va nous y aider. Ces retardateurs de flammes phosphorées, ce sont des substances qui ont remplacé d'autres retardateurs de flammes, qui étaient des retardateurs de flammes bromées. Ce sont des substances qui sont moins connues, la toxicité est moins étudiée. Ils sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens, donc on a vraiment peut-être un problème. Pourquoi ce serait intéressant, selon vous, qu'on analyse des échantillons d'urine d'enfants ? Parce que c'est une population qui est particulièrement vulnérable pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils vont mettre des objets en bouche, comme des jouets ou d'autres objets, donc on peut avoir une ingestion de ces produits. Et alors, l'autre point qui fait que c'est une population particulièrement sensible, c'est qu'ils sont en plein développement, et donc ils sont vraiment à un stade critique du développement de certaines fonctions qui peuvent être impactées par ces substances. Pour participer à cette étude, il faut être âgé entre 3 et 12 ans. Bonjour. Et bien sûr, avoir l'accord des parents. Merci Valentin. C'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Les prélèvements doivent être mis au frais entre 4 et 6 degrés jusqu'au transfert, jusqu'au laboratoire. Nous allons aussi analyser les échantillons d'urine d'enfants dans d'autres villes d'Île-de-France. Pour avoir une première image, l'idéal, ce serait d'avoir une 50aine d'enfants, une 50aine de prélèvements. Sur les recommandations de Catherine Pirard, nous allons également récupérer des échantillons dans une zone moins urbanisée que Paris pour obtenir une meilleure estimation de la potentielle contamination en France de ces nouveaux retardateurs de flammes. Comme au Pays Basque, où nous organisons une nouvelle collecte. Bonjour. Bonjour. Je récupère qui? Anna, donc ma fille. Ça, c'est Ibaï. Ouais. Et donc, on a une distribution de ces 2 demoiselles. Exactement. Merci à vous d'avoir participé. Ça date d'hier. Nous nous rendons dans différents villages de la région pour récolter une 50aine d'échantillons que nous envoyons à Catherine Pirard. 4 mois plus tard, la scientifique nous donne rendez-vous à son laboratoire du CHU de Liège en Belgique. L'analyse des urines des enfants français est terminée et la scientifique veut déjà nous parler des résultats qu'elle juge préoccupants. Non seulement tous les enfants testés sont exposés au TDCPP, l'un des retardateurs de flammes phosphorés nouvelle génération, mais surtout, ceux du Pays Basque auraient des taux anormalement élevés. On a vu une grosse différence entre le groupe d'enfants franciliens et le groupe d'enfants basques. Pour les enfants basques, on a des concentrations qui sont beaucoup plus élevées, 3 à 5 fois plus élevées que ce qu'on retrouve habituellement. Donc on est vraiment sur un cas d'une contamination particulière, d'une exposition particulière de ce groupe d'enfants-là. Donc il y a probablement une autre source de contamination qui peut être l'environnement extérieur, l'air, le sol, les eaux, l'eau potable ou les eaux de surface. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller faire des prélèvements. Maintenant, oui, faire des prélèvements pour voir d'où vient cette source de contamination, cette source d'exposition particulière. Que ce soit dans les sédiments ou dans les eaux de rivière, probablement dans l'eau potable aussi. La nouvelle génération de retardateurs de flammes phosphorés ne polluerait donc pas seulement nos objets du quotidien comme les jouets, mais également l'environnement et en bout de chaîne, les enfants. Nous retournons au Pays Basque pour identifier les sources de contamination, comme l'eau potable. Michel Botella est un militant de la région qui a monté une association de protection des cours d'eau. Il a identifié une rivière en particulier, la Nivelle, qui prend sa source dans les montagnes basques et alimente la région en eau potable. Par exemple, entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Saint-Jean-de-Luz, il y a bien évidemment l'alimentation en eau potable de ces populations. Ça rentre dans les réseaux, ça se distribue après. Et vous avez par exemple ici, entre Saint-Pé et Asquin, 2 captages sur la rivière d'eau qui passent par un traitement pour la rendre potable. Selon Michel Botella, ces stations de captage pomperaient une eau polluée à cause de l'activité industrielle et de stations d'épuration vieillissantes. Les stations d'épuration, le problème, c'est qu'il y en a qui n'ont pas tous les filtres nécessaires. Comme dans la montagne, comme dans la plaine, il y a encore de l'agrochimie. Plus, il y a des villages avec des rejets de toute cette panoplie de micropolluants. Malheureusement, ça part dans le milieu. Il y a un manque d'équipement
ce qu'on appelle les technologies de traitement de l'eau. Grâce aux indications de Michel Bottella, nous allons vérifier si l'eau de la Nivelle est contaminée par les retardateurs de flammes phosphorés. On va aller faire un prélèvement. D'abord un premier échantillonnage à proximité des berges et des habitations. Pour ne pas fausser les analyses, nous utilisons un récipient en verre traité qui ne contient pas de retardateur de flamme. Voilà. Nous effectuons aussi des prélèvements à la sortie de stations d'épuration indiquées par Michel Bottella. Ok, je pense qu'on peut passer par là, mais... Alors attends. Tu feras attention, il y a des ronces un peu partout. Ok. Impossible d'y accéder depuis la route. Nous devons nous frayer un chemin sur la berge opposée. Je vais. Il y a des employés de la station qui nous guettent, donc on va essayer de se dépêcher. Je sens que j'ai bientôt plus pied. J'y vais à la nage. Ok, je vais faire un prélèvement ici. De l'autre côté, les eaux traitées se déversent dans la Nivelle. Nous en recueillons un échantillon pour savoir si des retardateurs de flammes phosphorés auraient passé les filtres de la station. Nous nous rendons également chez des particuliers de la région pour y prélever de l'eau potable. Nous envoyons tous ces échantillons à un laboratoire spécialisé dans les analyses d'eau. Quelques semaines plus tard, nous recevons les résultats. Ces prélèvements laissent apparaître une contamination au TDCPP, ce retardateur de flammes phosphoré nouvelle génération retrouvé dans l'urine des enfants basques et pour lequel il n'existe aucune norme dans l'eau en France. Le TDCPP est un perturbateur endocrinien même à des faibles doses. Il est suspecté d'être cancérigène. On en retrouve dans la rivière de la Nivelle, près de la station d'épuration, à un taux de 0,057 microgrammes par litre. Mais aussi dans l'eau du robinet de Saint-Pé-sur-Nivelle, Cibourg et Saint-Jean-de-Luz. Pour rappel, les enfants basques ont 5 fois plus de TDCPP dans leur organisme que les enfants d'Île-de-France. De retour dans la région, nous partageons ces résultats à Michel Bottella, le militant basque, et aux parents des enfants ayant participé à l'étude. Pour l'occasion, ils organisent ce soir une réunion d'information publique dans la salle communale de Saint-Jean-de-Luz. Là, il y a un effet sur la santé pour les enfants, il y a un risque sur leur développement, donc il va falloir agir. L'État, avec vos administrations, la santé, la DTTM, l'agence de l'eau, il y en a, vous savez, des administrations pour contrôler. On va leur poser la question. Où en êtes-vous? Quelle décision avez-vous prise? Mais on ne va pas les lâcher. Ma fille et mes nièces ont été testées parce que il me semble que c'est quelque chose d'important. On sait qu'il y a des retardateurs de flammes dans l'urine de nos enfants. C'est pas très joyeux, c'est pas très glorieux. Merci pour le travail de lanceur d'alerte. Nous remettons les résultats individuels aux parents. Là, le taux, il est affreusement haut. Stupéfaite. Nous qui faisons vraiment attention à l'hygiène de vie de nos enfants, etc. Voilà, ça me peut... on fait attention à tout, on n'a pas trop de jouets en plastoc. Voilà. Et puis en fait, on est dedans tous, quoi. J'ai des boules quand même. Je sais pas quoi. Interpellé, l'agglomération du Pays Basque accepte de nous recevoir. Emmanuel Alzuri, conseiller délégué à l'eau potable et au milieu naturel, veut s'emparer de notre étude. Là, immédiatement, et dès le mois de janvier, l'agglomération, bien sûr, l'IFREMER, l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour vont démarrer un travail d'étude en commun pour essayer de mieux comprendre ce phénomène et travailler sur ce sujet des retardateurs de flammes, qui était encore une fois un sujet qui n'était pas à notre table de travail, pour la raison qu'il n'existe à ce jour, à notre connaissance, pas de normes, pas de règles, pas d'encadrement
de ce sujet, ni au niveau national, ni au niveau européen. Vous allez faire de nouveaux prélèvements Oui, bien sûr, bien évidemment. Les prélèvements un peu de toute nature, un peu partout. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient, peut-être d'isoler la source s'il y a une source unique, ou les sources s'il y en a plusieurs. Enfin, ça, c'est un travail fastidieux, scientifique, mais extrêmement rigoureux et méthodique qu'il faut faire. Quelques jours après nos révélations, les parents basques ont pris contact avec Catherine Pirard, la scientifique belge. Ils vont envoyer de nouveaux échantillons d'urine pour élargir les recherches. Pour les pompiers, les lignes bougent aussi. L'un de leurs syndicats a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Stéphane Morisot, le soldat du feu atteint d'un cancer, a quant à lui créé une association de pompiers malades. Il s'est rapproché de Tony Stefani, son homologue américain, pour mieux lutter contre les produits chimiques. Aux États-Unis, comme en France, le combat contre les retardateurs de flammes se propage.